Salut à tous, ravi de vous retrouver dans le débrief hebdo, ce premier débrief hebdo de 2025. J'espère que vous avez passé de belles fins d'année. Et encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Alors, je l'ai déjà fait, ceux pour qui les cryptos intéressent. Si tel n'est pas le cas, je vous souhaite une excellente année, la santé avant tout, que vos projets personnels, professionnels et d'être performants sur les marchés se réalisent et surtout de mettre en place ces petites actions quotidiennes, cette discipline qui est nécessaire et qui est vitale finalement pour avancer vers ses objectifs. C'est vraiment ça le plus important, c'est d'être chaque jour une meilleure version de soi-même que la veille. Alors messieurs, dames, nous allons aborder les marchés. Vous voyez, c'est un nouveau format. Je vais tenter des nouvelles choses. Voilà, je suis pas vraiment encore sûr, mais écoutez, voilà, j'ai engagé donc un nouveau caméraman en cette année 2025. On va appeler du coup Trépied. Alors cette semaine sur les marchés, nous avons eu plusieurs éléments, on va dire trois. La première, le premier du coup, c'est les minutes du FOMC mercredi soir. En gros, c'est ce qu'a raconté déjà Jérôme Powell il y a 2 semaines lorsqu'il a fait finalement sa dernière baisse des taux pour lire entre les lignes de ce qu'il a raconté et essayer d'en tirer des éléments pour les perspectives 2025. Puisque je vous rappelle que Jérôme Powell a dit 2025, attention les gars, molto bueno, on se calme, on va pas rebaisser encore les taux tout de suite. Je vous rappelle que les taux d'intérêt étaient à 5,5%. Pivot de la Fed, 4 baisses des taux, donc aujourd'hui les taux sont à 4,5%. Donc dans les interlignes, on n'a pas vu grand chose, on va pas passer 2 ans. En gros, l'inflation risque d'être encore haute pendant un moment, donc je vais pas continuer à baisser mes taux directeurs aujourd'hui, sachant qu'en plus l'économie américaine est ultra robuste. Donc tant qu'elle sera ultra robuste, je vais continuer à lutter contre l'inflation avec des taux élevés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et on va regarder du coup les graphiques, aujourd'hui on a une baisse des taux anticipée par les marchés, non pas au mois de juin, mais au mois de juillet. Ça c'est du coup le deuxième élément qu'on a eu cette semaine. Alors je vais dire tout de suite le troisième. Le troisième, c'est que jeudi les marchés américains étaient fermés, non pas pour manger la galette des rois, mais pour rendre hommage à un ancien président des États-Unis, Jimmy Carter. Donc sur le troisième élément qu'on a eu cette semaine, c'est le NFP, les créations d'emplois aux États-Unis. Alors les créations d'emplois sont très attendues justement par rapport à ce qu'a dit Jérôme Powell. C'est qu'en fonction de ça, il va pouvoir jauger de je vais baisser les taux, pas baisser les taux. Si les chiffres sont bons, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de baisser les taux, donc on va reporter la baisse des taux. Si les chiffres sont mauvais, il y a des chances qu'ils baissent les taux pour éviter justement ce fameux hard landing dont les marchés s'inquiétaient l'été dernier. Tu te souviens d'ailleurs quand il y avait eu justement cette notion de hard landing, le SP500 avait perdu 10%. Et donc ces chiffres cette semaine, si on regarde le NFP, ils sont ressortis meilleurs qu'attendus. 256 000 créations de postes contre 164 000 attendus, c'est largement meilleur que prévu. Le taux de chômage, on ne le regarde pas trop, c'est 4,1%. On attendait 4,2% et il n'y a pas vraiment d'inflation sur les salaires, même si les 4 derniers mois, on a vu systématiquement un chiffre supérieur aux attentes. C'est l'évolution du taux horaire moyen qui est conforme aux attentes, plus 0,3%. Donc là, suite à ce chiffre-là, on a eu des marchés qui se sont dit, finalement, la baisse des taux qu'on anticipait précédemment au mois de juin, on va la reporter au mois de juillet. Et si vous regardez aujourd'hui les anticipations de baisse des taux, puisque les taux aujourd'hui sont à 4,5%, ils passeront à 4,25% d'après les marchés, c'est leur anticipation, au mois de juillet, le 30 juillet. Donc pas de nouvelle baisse des taux pendant les 6 prochains mois. Et du coup, l'effet mécanique de ça, c'est tout simplement que le dollar américain, ici c'est le dollar index, face à un panier de devises qui continue, qui déjà en tendance haussière depuis maintenant le mois d'octobre, continue finalement à se renchérir et de la même manière que le taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis qui s'approche maintenant, j'ai envie de dire un peu dangereusement des 5%. Pourquoi? Tout simplement parce que si les taux d'intérêt aux États-Unis augmentent, on va arrondir à 5%, certains analystes ont dit en fait, qui étaient d'ailleurs très positifs sur le marché, ils ont eu raison en 2024, cette année le sont moins. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a des niveaux de valorisation aux États-Unis, notamment les 7 magnifiques, qui sont élevés, pour ne pas dire monstrueux. Ces niveaux de valorisation qui peuvent entraîner derrière au moins des prises de bénéfices et au moins une phase de latérisation. On va le voir juste après avec les graphiques. Et puis la deuxième chose, c'est que si on a des taux d'intérêt aux États-Unis qui sont à 5%, quel intérêt finalement, entre guillemets, de prendre du risque sur le marché, alors qu'en fait, prêter de l'argent aux États-Unis
sur 10 ans vous rapporte 5% par an. Donc du coup, quelle est l'attractivité réellement sur les niveaux actuels des marchés américains? C'est justement un peu toute la question qui est en train de se poser. Et d'ailleurs, si on regarde en fait finalement depuis maintenant plusieurs semaines, en l'occurrence le Dow Jones, depuis finalement le début du mois de décembre, eh bien le Dow Jones a perdu 6%. Ça fait pas vraiment beaucoup de bruit parce que si on regarde ses homologues, notamment par exemple le SP500, il baisse un peu, mais c'est pas encore la fin du monde. On s'était arrêté, si vous vous souvenez, dans le dernier débrief hebdo, je vous avais parlé des MM20 weekly sur les indices américains et c'est encore d'ailleurs les MM20 weekly qui sont les garantes de ces tendances haussières. Tant qu'on ne passe pas sous les MM20 weekly, pour le moment, on n'a pas vraiment d'alerte. Attention, parce que cette semaine, on voit que les marchés américains sont en train de baisser. Au moment où je tourne la vidéo, vous voyez, les graphiques sont encore en train de bouger. Les marchés n'ont pas clôturé. Le SP500 perd 1,5% sur la semaine. L'indice Dow Jones perd un peu plus de 1%. Et si on regarde l'indice Nasdaq, perd également quasiment 2%. On a d'un côté des chiffres macroéconomiques qui sont plutôt bons, mais ça décale l'anticipation des marchés d'une future baisse des taux. Donc le coût de l'argent va rester élevé, des taux d'intérêt qui continuent à augmenter aux États-Unis. Du coup, il y a peut-être un peu moins d'intérêt sur les marchés actions qui sont un peu surévalués puisque la moyenne sur le SP500, on est à peu près autour de plus de 22 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois. La moyenne des 10 dernières années, on est autour de 18-19. Donc on est quand même sur des niveaux de valorisation historiquement élevés, sans prendre d'ailleurs action par action. Certaines actions, certaines boîtes sont valorisées 40, 50, 60 fois les bénéfices attendus sur l'année à venir, ce qui est quand même absolument monstrueux. Pour autant, pour le moment, on n'a pas de signal d'alerte fort techniquement, tant qu'on restera au-dessus des MM20 weekly. Donc, ce que j'ai fait moi cette semaine, et d'ailleurs, je ne parle pas vraiment des marchés européens ici, ce que je vais faire notamment dans les débriefs, c'est encore plus me focaliser sur ce que je vous ai partagé précédemment, et 2, sur ce que j'ai fait et sur ce que je vais faire. On ne va pas parler des trucs où il ne se passe pas grand-chose. Du coup, je vous propose de le faire tout de suite, mais en 3 mots. L'or, pour le moment, toujours coincé dans un triangle symétrique. Triangle symétrique dont on a plus de chances de sortir par le haut que l'inverse. Donc, a priori, ça devrait continuer à monter. L'euro-dollar, pression du dollar, pression haussière sur le dollar américain, pression donc baissière sur l'euro-dollar. On est dans un flux baissier depuis le mois d'octobre. Je l'avais travaillé, vous vous souvenez, entre 1,10 à 11. Aujourd'hui, je le travaille moins à la vente, c'est moins évident. Pourquoi? Parce que notamment ici en weekly, on était revenu sur cette grosse zone des 1,05, 1,06. Mais vous voyez que finalement, on sort par le bas de ce range et ça continue à baisser. On peut clairement, étant donné le contexte économique actuel aux États-Unis, pourquoi pas aller chercher la parité sur l'euro contre le dollar. Et puis, je vous avais parlé également dans le 3e plan, vous vous souvenez, le pétrole, 70-72 $ sur le Brent. C'est une grosse zone d'achat. Vous l'avez également si vous faites partie d'IVT dans le carnet de bord. 70-72 et vous voyez que cette semaine, le pétrole est en train de flamber. Les tensions géopolitiques, il faut savoir aussi, parce que ça le FMI aussi a mis en garde, ça rejoint ce que je disais aussi vis-à-vis de l'inflation, c'est qu'il estime qu'une hausse de 10% des cours du pétrole devrait avoir un impact de 0,4% sur l'inflation étalé sur 2 ans. Donc bien évidemment, si on a les cours du pétrole qui progressent, forcément, ça veut dire qu'il va y avoir de l'inflation. Ça va se répercuter sur les prix, alors les prix des matières premières, puisque c'est pas que pour mettre de l'essence dans la voiture. Ça sert également à plein d'autres produits et plein d'industries finalement. Donc, si le coût de la matière première augmente, bien évidemment, ça va être répercuté après sur les prix à la consommation au final. Donc, ça va être étalé dans le temps. Mais voilà. Cette semaine, comme vous le savez, si vous faites partie d'IVT, mais sinon on va le voir ensemble, j'ai travaillé mes 3 titulaires. Alors, comme je le dis toujours, c'est que chaque semaine, l'objectif, c'est pas de trader plus pour gagner plus. L'objectif, c'est de trader entre 3-4 plans dans la semaine sur 3-4 actifs, ce qui nous donne à peu près 3-4 trades dans la semaine. Le but, c'est pas d'en faire que 3-4, c'est de se dire finalement, je vais essayer de trader mieux, je vais me focaliser là où le marché m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'un actif va m'intéresser? Tout simplement parce qu'il me donne raison. Il me donne raison vis-à-vis de quoi? Des plans que j'ai identifiés en amont. Alors, c'est pour ça que moi, je fais finalement tous les mois et demi, tous les 2 mois, un carnet de bord. En fait, c'est finalement ma ligne directrice et ma ligne de conduite. Et puis, pourquoi 3-4? Parce que j'estime que je peux avoir ici aussi un 5e, un remplaçant, un actif que j'ai pas vu qui, il y a un flux qui est en train de se mettre en place. Il y a un signal de marché qui m'intéresse. Il y a une news
qui catalyse le mouvement d'un actif et donc je ne l'avais pas forcément dans ma liste. Je le fais rentrer sur le terrain. C'est ce que j'appelle du coup un peu un remplaçant. Et je peux faire sortir aussi un actif finalement qui ne me donne pas raison. Et je dis bon, cette semaine, j'avais prévu de trader ça. Il ne me donne pas raison. Je le mets de côté. Donc 3 actifs cette semaine. Le premier, c'est l'indice Dow Jones. Pourquoi l'indice Dow Jones? On vient de le voir ensemble. Il a perdu 6% depuis un peu plus d'un mois. C'est donc un indice faible. Deuxième chose, c'était le seul, notamment en début de semaine, aujourd'hui c'est moins le cas, qui était sous une polarité négative. Ce que j'appelle une polarité, c'est une zone sous laquelle je vais travailler dans un sens. J'ai une casquette sous cette zone, tout simplement parce que on est dans une tendance baissière. En l'occurrence, si on regarde ici l'indice Dow Jones, je vais me placer ici sur des unités de temps weekly, c'est le premier à avoir pété sa MM20 weekly ici qui est en bleu. Deuxième chose, vous voyez qu'on est en train de réintégrer la borne haute de ce range dans lequel on a fait finalement un excès haussière en fin d'année. Et surtout donc en daily, sur des unités de temps courtes, vous voyez on est sous la ligne bleue MM20 daily, sous la MM50 daily. Et si je me place maintenant sur une unité de temps 4 heures, eh bien je vous ai partagé tout au long de cette semaine notamment ce que j'appelle un triangle descendant. Enfin ce que j'appelle, c'est ce qui est communément appelé un triangle descendant. C'est quoi? C'est des plus hauts de plus en plus bas. Ce qui montre la pression vendeuse, que les vendeurs reviennent à la vente sur le marché plus rapidement que précédemment. Et en dessous, on a un bouchon. Là, on a grosso modo 70% de chances finalement qu'on sorte par le bas de cette figure. Alors attention, cette figure, il faut quand même que la tendance précédente soit baissière. Si on venait d'en bas, ce triangle descendant aurait eu moins de valeur et moins d'impact à mes yeux. Donc aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que j'ai un peu anticipé. C'est que vu que j'avais une pression baissière, un indice faible, une polarité négative, etc., j'ai pris une première position à la vente sur l'indice Dow Jones. Et ma deuxième prise de position, je pense que vous l'avez deviné, c'est quoi? C'est tout simplement à la sortie par le bas justement de ce triangle descendant. Donc aujourd'hui, je suis vendeur et doublement vendeur sur l'indice Dow Jones. 1, toujours en pression baissière. 2, toujours en polarité négative. 3, en plus vendredi, on a eu donc les chiffres du NFP qui suggère que la baisse des taux aura lieu plus tard dans l'année. Hausse du dollar, hausse du taux à 10 ans, baisse des actifs risqués, en l'occurrence des classes marché actions, et d'autant plus sur un indice faible, sous couvert, et ça c'est le troisième point un peu plus technique, un triangle descendant. Donc j'allie, vous le savez, toujours la macro, la micro, mais aussi l'aspect technique, l'aspect psychologique, les forces et les faiblesses, pour pouvoir derrière déterminer mes plans d'intervention. Donc je vais continuer à le travailler à la vente. Si on devait bien évidemment invalider cette stratégie de vente, donc je vise dans un premier temps les 41 600, tout simplement ici en daily, voilà. Bon, les objectifs ici 41 600, pourquoi pas les 40 000 à venir. Après, si on se place vraiment sur des unités de temps longues, à partir de quel moment est-ce que ça m'intéresse de payer? Finalement, techniquement, dans l'idéal, ce serait autour des 38 000, 39 000. Donc, on n'y est pas encore, je ne vais pas vous parler de ça pour le moment, mais aujourd'hui, je continue tout simplement à le travailler à la vente et à partir de quel moment j'invalide mon plan, je vais progressivement baisser ma zone de polarité. Toute la semaine, c'était à 42 800. Pour la semaine à venir, ça sera les 42 400, 42 500. Si on devait repasser là au-dessus, ça veut dire que la bougie de vendredi a moins de valeur. Ça veut dire qu'on réintègre ce triangle descendant et donc derrière finalement j'ai plus aucune raison de continuer à le vendre, en tout cas de tenir mes positions à la vente. Deuxième indice, alors ce qui corrobore un petit peu avec le premier qui est l'indice Dow Jones, mais c'est l'indice SP500. Vous savez que j'ai beaucoup aimé le travailler en 2024. C'est vrai que beaucoup m'ont reproché en disant oui, tu aurais dû l'acheter parce qu'il a pris 20%. Effectivement, mais j'étais pas vraiment à l'aise avec cette stratégie, avec toutes les raisons que je vous ai évoquées précédemment et dont finalement vous avez beaucoup de monde maintenant qui sont en train d'y venir. Cette hausse des taux, des taux d'intérêt aux États-Unis, ces niveaux de valorisation, etc., etc. Mais c'est surtout que, en fait, j'avais notamment la borne haute de ce canal ascendant. J'étais beaucoup plus à l'aise finalement à vendre les signaux. Alors je dis bien les signaux, je ne cherchais pas systématiquement qu'on faisait la touchette dessus. Mais dès que j'avais finalement des signaux baissiers quand on arrivait en termes de timing ici à la vente, en fait, je l'ai vendu. Et systématiquement, ça a marché. Une fois 10%, une fois 5%, une fois 3%. Vous vous souvenez, dans le débrief hebdo, je vous avais parlé des 5700 où je rachetais mes positions à la vente que j'avais ouvert ici à 5008, 5830. Et puis, finalement, à la fin de l'année, j'ai pas fait grand chose sur l'ESP tout simplement parce que ça bougeait pas. Et puis, premier niveau d'alerte ici, MM20 daily. Et deuxième niveau d'alerte, vous voyez ici, on est en train de croiser la MM20, la MM50 et on est en train de sortir par le bas. C'est pour ça que c'est moins propre
que le Dow Jones qui lui était plus faible. C'était beaucoup plus évident finalement sur le Dow Jones que sur le SP500. Mais là pareil, donc j'ai fait la même stratégie finalement que l'indice Dow Jones avec la rupture notamment des 5873 très exactement. Alors je peux vous le montrer aussi sur IVT, hein, vous voyez là, voilà. 10 janvier, donc ça c'est vendredi, 14h39, après le chiffre de la stat. J'ai mes plans en application, je me dis bon le NFP, finalement je ne sais pas si ça va être bon, si ça va être mauvais, et je ne sais pas quelle va être la réaction de marché. Donc je prépare mes plans, c'est le troisième ici, je vous spoil un petit peu, hein, c'est le Nikkei. Le Dow Jones, donc je renforce mes ventes à 42 300 et le SP500, je renforce mes ventes à 5 873. Donc je vais continuer calmement ces plans pour le moment. Si le SP500 devait réintégrer les 5875, 5900, bah je dégage. Pour le moment, mes objectifs, c'est là, c'est les 5007, etc. Et vous allez voir que qu'est-ce qui va se passer en début de semaine? On va se poser la question, est-ce que la MM20 Weekly va tenir ou pas? Parce que finalement, toute l'année 2024, si vous regardez le SP500, c'est propre, hein. Chaque fois qu'on est revenu dessus, même avec violence, même avec une forte impulsion baissière, on a tenu. Sauf là, on a fait un petit excès. Au mois d'août, c'était le fameux hard landing potentiel. Donc derrière, on a réintégré, on s'est dit, ah ben non, finalement, il n'y a pas de hard landing. On refait ici, on refait quasiment ici. Là, voilà, on l'a fait la semaine dernière, donc fin 2024. Mais vous voyez que cette semaine, ça va être justement la grande question, est-ce qu'on va tenir ou pas? Donc moi, mon plan, c'était de me dire, si on a des signaux de faiblesse à court terme, plus en weekly, il y a une dégradation avec des alertes, je vais continuer à travailler à la vente, quand bien même on me reproche. Après, vous savez, vous comme moi, on fait ce qu'on veut, hein. C'est-à-dire que chacun est responsable. Moi, j'essaye de vous donner des sources d'inspiration de ce que je fais concrètement. Je ne fais pas que des choses bien, hein. Je fais des erreurs aussi. Le but, c'est pas forcément de me suivre aveuglément ou quoi que ce soit. C'est simplement de se dire, ok, moi je comprends ça, j'y vais pas, voire même je fais l'inverse. Tout ne sera pas bien, mais mon objectif, c'est vraiment de vous partager en temps réel parce que je trouve que c'est vraiment ce qui a le plus de valeur. C'est l'action, encore une fois, mène à la stratégie et c'est pas systématiquement de dire ouais, lire des bouquins c'est très bien, faire de la théorie, faire de la démo c'est très bien, donner des plans et de se dire tiens il aurait fallu faire ça, c'est bien, pourquoi pas, même si je trouve que ça n'a pas vraiment de valeur, mais c'est plus être dans l'action. Et le but, c'est bien évidemment de faire de la performance, mais surtout d'avoir un processus qui se réplique dans le temps lorsque ça fonctionne et se dire quand il y a des erreurs, soit ça fait partie du game, soit c'est parce que j'ai mal fait les choses. Donc là, aujourd'hui, même si ça se passait mal sur ce que j'ai fait, finalement, je l'aurais carrément validé et je l'aurais refait des dizaines de fois parce que j'avais des éléments qui allaient dans ce sens-là. Et puis le troisième plan, alors un petit peu plus délicat, mais encore une fois, aujourd'hui, c'est une évidence. En début de semaine, quand j'expliquais notamment mon live sur IVT, pourquoi est-ce que je vendais cette zone des 40 000 et que j'attendais justement le Nikkei pour pouvoir le vendre, c'est vrai que beaucoup étaient assez réticents à cette idée puisque on se dit ouais mais regarde ça fait que… Non, ça fait pas que monter. Regardez depuis le mois de septembre, on est dans un range. On a échoué combien de fois en haut? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept. Pourquoi pas 7 fois? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé quand même assez rapidement sur cette zone des 40 200. Le timing est vendeur. J'attends un signal, un breakout baissier. Qu'est-ce qui se passe? On a ce breakout baissier sous les 39 700 et donc j'y vais. Donc qu'est-ce qui se passe sur le Nikkei? On a cette correction justement qui est en train de se mettre en place. J'ai un objectif qui va quasiment être atteint, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, et pas encore atteint, mais ça fait 3% de baisse d'indice depuis le signal, ce qui est quand même assez considérable, hein. C'est vrai que pour beaucoup, finalement, c'est compté en nombre de points. Le nombre de points, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la taille de sa position sur l'indice en question, la valeur du point. Si vous avez n'importe quoi sur des mini-contrats, ce genre de choses, à 1 euro le point sur le CAC qui vaut 7000 points, ça n'a pas la même valeur que si vous faites 1 euro de points sur l'indice Dow Jones qui cote aujourd'hui plus de 42 000. On est bien d'accord. Donc finalement, c'est le pourcentage d'exposition qu'on a et le pourcentage d'évolution de l'indice qui compte. D'accord? Donc 3% de baisse par exemple d'indice sur le Nikkei avec un objectif quasiment atteint, c'est l'équivalent 3% de baisse sur le Dow Jones par rapport au cours actuel, c'est l'équivalent de 1300 points. Donc on est d'accord que ce n'est pas les mêmes proportions. Donc attention à ça, c'était simplement une petite parenthèse. Donc sur le Nikkei, stratégie de vente, premier objectif milieu de range, deuxième objectif bas de range. Voilà pour ces 3 points sur les 3 actifs que j'ai privilégiés cette semaine. Pas le CAC parce qu'on est pile poil, alors j'en ai pas vraiment parlé, mais on est pile poil finalement au milieu d'un range. Donc là, c'est un peu jeter une pièce, c'est genre un mot de pile ou face. On est entre 7003 7007, on est pile poil au milieu. J'avais une stratégie de vente sous 7300 points, je l'ai invalidé, j'ai dégagé, terminé. Je l'avais super bien travaillé en 2024
hashtag la chèvre 2024. Aujourd'hui, c'est plus ma chèvre. Aujourd'hui, ma chèvre, c'est l'indice de Jones qui est plus faible et qui me donne du coup des signaux baissiers comme vous l'avez vu. Alors, l'erreur peut-être que j'ai faite cette semaine, c'est de ne pas avoir mis un quatrième actif qui était le pétrole. Mais bon, comme vous le savez, c'est le début d'année. Donc, début d'année 2025, on y va mollo. Cette semaine, on attendait les minutes du FOMC et également le NFP. Et on avait surtout aussi aux États-Unis un jour férié. Donc, voilà, j'y suis allé plutôt light. Mais encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette façon finalement de partager les choses, de ce que je fais, de ce que je vais faire, mes niveaux d'invalidation, etc., mes objectifs. Pas forcément de tout voir, que ce soit les actions et tout. Si je fais des choses également peut-être sur les actions, je vous partagerai ça. Le but, c'est toujours de rester assez large, de combiner ce qui est la macro avec la micro bien évidemment, mais aussi l'aspect technique et surtout l'aspect stratégique concret de ce qu'on peut mettre en place. Concernant les marchés crypto, c'est assez simple. Tiens, on va regarder vite fait 2-3 graphiques. J'ai fait encore un gros point mercredi, vous le savez, sur cette chaîne, tout simplement. On arrive sur des MM20, des MM50 weekly, notamment sur l'Ether. On est toujours en phase de range latérale qui succède à une accélération haussière et à un bull run, en tout cas à un bull market. Donc, on est toujours en phase de bull market, même si on a l'impression effectivement que les marchés crypto perdent entre 10 et 15%. Je vous rappelle qu'il a fait x2. Je vous rappelle que certaines cryptos ont fait x3. Donc forcément, c'est normal qu'on ait des phases de consolidation de 10-15%. Donc je ne change pas pour le moment d'avis. J'achète les replis du mieux possible en gestion active. J'allège sur rebond. Je vous avais parlé justement de cette notion d'allègement sur les 3920 sur l'Ether qui étaient finalement les plus hauts de l'année 2024. Vous avez vu finalement une fois, deux fois, la troisième fois ça a fonctionné. Donc aujourd'hui entre 3400, j'ai commencé à repayer à 3400, toujours par palier, jusqu'à 2700, j'achèterai les replis partant du principe que je reste toujours enthousiaste et optimiste sur ce marché qui reste toujours dans une dynamique de fond qui est positive. Et comme je l'ai expliqué, vous prenez la capitalisation totale de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, on prend 50% de retracement de l'ensemble de ce mouvement. Tant qu'on ne passe pas en dessous ici de cette ligne bleue MM20 Weekly, les précédents plus hauts de mars 2024 et 50% de retracement de ce mouvement, 2800 milliards de dollars. Tant qu'on ne passe pas là en dessous, pour le moment, il n'y a pas vraiment de grosse alerte, quand bien même on aimerait bien évidemment que le marché crypto s'envole et fasse x10, x15. Voilà messieurs, dames, pour ce débrief hebdo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. J'espère que cette année 2025 commence bien aussi chez vous. On n'oublie pas les classiques, le petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Merci à tous. On est plus de 52 000 sur cette chaîne, donc ça fait plaisir. Peut-être objectif, pourquoi pas 100 000, mais en tout cas, l'objectif, c'est surtout de mettre en place ces processus. Donc, je vais mettre des shorts de plus en plus en place, tester des nouveaux formats comme ça, des débriefs hebdo. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous plaira et que j'aurai toujours finalement votre soutien et vous serez toujours fidèle à ce débrief hebdo. Vous voyez qu'il change au fur et à mesure des années. Et ouais, ça fait maintenant, je sais pas, 3 ans, 4 ans, je sais pas. Peut-être tu me diras, je sais même pas si tu as l'info. Mais en tout cas, voilà, ça fait toujours plaisir de se retrouver dans ce rendez-vous tous les dimanches à 10h, messieurs, dames. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et on se dit à très vite. Ciao!